Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un très grand honneur et surtout un énorme plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette toute première manifestation de l'édition 2019 des Idées mènent le monde. Et depuis le début, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est partenaire et ce sont donc 4 de mes collègues qui ouvriront le bal et justement dans un format tout neuf, donc ça ne sera pas une conférence, mais une discussion, un entretien qu'ils mèneront entre eux. Mais comme d'habitude, à la fin, vous aurez l'occasion de poser des questions. Et puisque ce que ils ont à dire est beaucoup plus intéressant que mes banalités, je leur passe la parole. Merci Caroline. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde d'ouverture des 6e rencontres littéraires Les idées mènent le monde. Une première séance qui s'intitule « Histoire d'y croire encore ». Je m'appelle Laurent Dissart, je suis anthropologue. Je travaille sur le Moyen-Orient et la Turquie et je suis chercheur au sein du laboratoire ITEM, Identité, Territoire, Expression, Mobilité, dans le Collège des sciences humaines et sociales à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Alors, en quoi croire encore ? La thématique des idées mène le monde cette année. Nous y réfléchissons depuis très longtemps au sein du laboratoire ITEM et de manière, je dirais, quotidienne. L'anthropologie de la croyance, l'histoire des religions, les rapports entre science et société. Nous avons commencé plus récemment à mener une discussion de plus en plus approfondie autour du thème « Croire en l'histoire ». Se demander non pas ce que l'on sait de l'histoire, mais plutôt comment le sait-on et comment arrive-t-on à le savoir. C'est-à-dire, afin de rester dans la thématique ce soir, comment arrive-t-on à croire dans les personnes, les objets, les événements du passé qui se présentent devant nous lors de nos recherches? Donc c'est une grande question épistémologique autour de la production scientifique de nos connaissances historiques. Des chercheurs en sciences humaines et sociales trouvent, recensent, rassemblent, décortiquent, construisent, déconstruisent, reconstruisent ce que l'on sait du passé. Quel est le cheminement suivi afin non pas d'arriver à une vérité historique, mais ne serait-ce qu'établir des faits vérifiables. Ces premières interrogations nous amènent ensuite à réfléchir à une question plus large. À quoi sert tout ce processus scientifique ? À quoi sert la recherche historique, archéologique, anthropologique, et finalement à quoi servent les chercheurs dans notre société contemporaine. Donc vous voyez, grande question. Ou bien, afin de rester encore une fois dans la thématique des idées mènent le monde, faut-il encore croire à l'histoire, en l'histoire de l'art, en l'archéologie, en l'anthropologie aujourd'hui? Et plus généralement, faut-il encore croire à l'utilité des sciences humaines et sociales? Donc vous avez ce soir devant vous, pour discuter de tout cela, de ces questions, 4 chercheurs du laboratoire ITEM, donc moi-même, Mathilde Lamotte, docteur en anthropologie, Viviane Delpech, docteur en histoire de l'art et l'architecture, et Dinesh Arai, docteur en histoire. Donc, Dinesh, je commence avec toi. Tu travailles sur l'histoire du XVIe et XVIIe siècle au sein du projet Acro-Navarre, qui est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche sur les actes royaux de Navarre. Et ton dernier ouvrage s'appelle « Au nom de la reine, Henri de Navarre, lieutenant général de Jeanne d'Albret ». Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton travail d'historien ?
Merci Laurent de ces mots d'introduction. Lors du traitement des différents sujets en histoire, on commence en général, et je le fais, par identifier une problématique. Ensuite, dans un deuxième temps, on essaie de rassembler toutes les sources disponibles sur le sujet, toutes les sources, quelle qu'en soit la nature. Dans un troisième temps, on procède à l'analyse critique et croisée des sources rassemblées. Et dans un quatrième temps, on effectue un traitement et on propose une narration fondée sur les sources étudiées. Dans le cadre du projet ANR à Cronavard sous la direction du professeur Philippe Scharrer, la question initiale, la problématique centrale est celle de l'évolution des pratiques administratives et gouvernementales entre la fin du XVe siècle et la fin du XVIe siècle. Et pour bien éclairer ce sujet, on a besoin de rassembler tous les documents disponibles, tous les actes disponibles qu'on a dans les archives espagnoles et françaises essentiellement. Et donc, c'est au cours de ce catalogage, de ce recensement d'actes que j'ai identifié un peu par hasard un sujet inédit, celui de la lieutenant générale d'Henri de Navarre en 1572. Merci. Viviane, je me tourne vers toi. Tu as publié l'ouvrage de référence sur le château d'Abbadia à Hendaye. Tu as aussi beaucoup écrit sur l'architecte français Viollet-le-Duc. Et tu travailles actuellement sur l'architecture thermale dans les Pyrénées au sein du projet européen TCV-PIR. Tu es historienne, mais historienne de l'art et de l'architecture. Merci Laurent pour cette introduction qui me permet de préciser en quoi consiste l'histoire de l'art, puisque c'est une discipline à part entière qui n'est pas une sous-catégorie de l'histoire, qui a ses propres fonctionnements. L'histoire de l'art consiste à étudier l'évolution des formes et également les parcours des artistes initialement. Donc à la genèse de l'histoire de l'art à la fin de la Renaissance, on s'intéresse à la peinture, la sculpture et l'architecture, donc l'architecture qui est plus précisément mon cas. Donc ces champs d'investigation se sont élargis de nos jours avec l'apparition de nouveaux supports pour les artistes. Donc la discipline est ouverte à la photographie, le cinéma, les arts visuels en globalité. La spécificité de l'histoire de l'art est de s'appuyer sur une œuvre matérielle ainsi que sur des témoignages historiques qui peuvent être manuscrits, iconographiques et également oraux. Donc c'est une démarche fondamentalement raisonnée où l'on doit croiser divers supports de connaissances, prendre en compte également le contexte historique, social, géographique, culturel, afin de faire émerger les procédés plastiques et le sens profond de l'œuvre. Donc l'histoire de l'art, bien sûr, est très proche de l'histoire avec laquelle elle partage des préoccupations, des centres d'intérêt, des sujets, également une méthode scientifique commune. Plus globalement, pour terminer, étudier l'histoire de l'art en s'appuyant donc sur la plastique, c'est s'intéresser aux évolutions de la société, au discours que la société tient sur elle-même ou que des individualités peuvent tenir sur la société. Et donc, pour citer un architecte que j'affectionne beaucoup, Eugène Viollet-le-Duc, l'architecture serait, je cite, le corollaire matériel de la civilisation. Donc, à travers ses œuvres, elle permet de raconter l'humain, fondamentalement, comme si son histoire était métaphorisée dans la pierre. Donc voilà, dans la pierre, dans mon cas, pour l'architecture. Donc voilà les quelques mots d'introduction que je pouvais faire sur cette discipline. Mathilde, je me tourne vers toi. Tu travailles aussi au sein du même projet européen TCV-PIR, mais sur le patrimoine culturel immatériel.
carnaval et autres pratiques festives, savoir-faire traditionnel et contemporain dans les Pyrénées. Tu as aussi beaucoup écrit sur le jeu de quilles de Neuf dans le Béarn et publié les anthropologiques. En quoi ton travail d'anthropologue se différencie-t-il de celui de tes collègues? Alors, l'anthropologie, qui est aussi une sœur de l'histoire dans les sciences sociales, en fait, le travail anthropologique est fondamentalement basé sur l'enquête de terrain. C'est une des grandes différences avec l'histoire, notamment, parce que donc, la discipline anthropologique est fondée sur 3 grands fondamentaux. Tout d'abord, elle considère l'unité de l'homme, appréhendée dans toute sa diversité culturelle. Ensuite, elle va prendre les sociétés comme objet d'étude, que ce soit des sociétés lointaines ou exotiques, mais aussi le proche, le local. Et enfin, elle va avoir une méthode de recherche particulière qui est l'enquête de terrain. Enquête de terrain qui est en immersion, c'est-à-dire qu'on va apprendre à connaître une société de l'intérieur en vivant avec elle, auprès d'elle, en pratiquant avec. Et donc, à l'époque, quand la discipline a été fondée, on va dire, au XIXe siècle, ça différenciait ce qu'on pourrait appeler des anthropologues de cabinet qui, eux, travaillaient finalement qu'avec des sources de seconde main. Donc, voilà. Donc, la discipline anthropologique se rapproche de l'histoire parce qu'elle fait aussi partie des sciences sociales. Donc, elle étudie l'homme et les sociétés, sauf qu'elle utilise de la matière vivante, finalement, en allant à la rencontre de personnes pour mener des entretiens, pour faire des observations de terrain. Et sauf qu'en allant sur le terrain, ça demande aussi une certaine maîtrise des codes sociaux, codes qui peuvent être explicites, mais aussi implicites, au risque de se faire rejeter par le terrain si on ne les respecte pas. Donc voilà. Et finalement, l'anthropologue est aussi un acteur du champ social qu'il étudie. C'est-à-dire qu'il participe, il légitime, il suscite de la curiosité, il fait prendre conscience aussi. Donc ce sont des verbes d'action qui ont vraiment un fort impact social. Le chercheur n'est jamais neutre sur le terrain. Merci. Alors, de ces introductions, finalement, vous travaillez tous sur du matériel très différent, en allant des sources écrites, sources orales, des actes royaux aux actes quotidiens, du patrimoine matériel, immatériel, des monuments, de l'architecture et des faits quotidiens. Mais finalement, vous avez une même manière d'aborder votre matériel, une même méthode scientifique partagée qui vous amène à croire ou pas en vos sources. Déneige, je reviens vers toi. Quelle est cette démarche chez l'historien? Dans le cadre du projet ANR Acronavar, on a une documentation très importante quantitativement. Donc, on a beaucoup de documents, plusieurs milliers, et ces documents sont variés. On a notamment des lettres patentes données par les souverains, ici avec un exemple, lettre patente de Jeanne d'Albret, avec un sceau à peu près rescapé. On a peu de ce type de documents-là avec un sceau si bien conservé. Donc des lettres patentes qui accordent des privilèges, des offices, des charges. On a aussi beaucoup de mandements qui ordonnent des paiements. On a des lettres de sauvegarde, on a des passeports accordés à des individus ou à des communautés. Il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, beaucoup d'ordonnances très importantes dans les domaines financiers, juridiques et religieux, sur lesquels je travaille avec un ensemble de chercheurs de l'Université de Pau et d'autres établissements partenaires du projet. Alors, chaque fois qu'on a un acte, on a affaire à un document officiel qui fait foi au sens concret, pratique du terme. Et bien sûr, qui dit acte officiel,
donnée soit sur l'initiative propre des souverains, soit à la demande des sujets. Donc chaque fois, il y a des intérêts il y a des intérêts divers et variés qui expliquent l'émission de ces documents. Et donc, derrière, il faut savoir creuser un peu et décortiquer les motivations des uns et des autres, connaître aussi les procédures qui aboutissent à ce type de documents. Donc, il faut toujours croiser, comme mes collègues ont déjà dit, les sources que nous avons pour essayer de mieux contextualiser et d'éviter les pièges du récit. Viviane, comment toi, dans ton travail d'historienne de l'architecture, abordes-tu tes sources et tes archives? Alors, pour répondre à la question et faire le lien aussi avec la problématique de ces rencontres, donc comme en histoire, donc tout d'abord, il ne faut pas prendre pour argent comptant toute assertion sans vérification, donc croiser les sources, on l'a déjà dit, y compris donc celles qui viennent du patrimoine bâti. Donc ce travail vise à démontrer des faits avérés et, le cas échéant, à émettre des hypothèses. Donc ce qui est important, c'est qu'on ait toujours ce regard critique sur les sources, quelle que soit leur origine. Donc en histoire de l'art et de l'architecture, on s'appuie bien sûr sur le manuscrit, sur des sources iconographiques comme celle-ci, ici une lithographie, et on s'appuie bien entendu sur l'œuvre matérielle, donc sur l'édifice, sur le monument, qui est un document à part entière. Donc le monument, lui aussi, doit être étudié à travers une démarche critique, c'est-à-dire critique au sens d'analytique. Voilà, pour ne pas tomber dans le piège qu'évoquait mon collègue, parce que la matérialité ne signifie pas forcément que l'édifice, enfin que le sens de l'édifice est limpide. Alors je prendrai deux exemples. Par exemple, dans le cas d'une restauration, donc l'acte de restauration soulève la problématique fondamentale du parti pris de restauration, c'est-à-dire la période de référence, par exemple, le parti pris esthétique, le discours sous-jacent, qui est un discours scientifique, voire politique. Et restaurer, eh bien, c'est nécessairement détruire un état pour recomposer une œuvre selon une vision, qui est celle du restaurateur et celle de son ordonnateur. Un autre exemple, le cas d'un édifice historiciste, c'est-à-dire d'un édifice inspiré d'un style ancien. Alors, par exemple, au hasard, un château néo-gothique au XIXe siècle. Eh bien, il faut dépasser le stade d'information premier que nous livre le monument. C'est-à-dire qu'un château néo-gothique au XIXe siècle va réunir l'ensemble des poncifs du Moyen-Âge. Donc on a les tourelles, les créneaux, les mâchicoulis, les formes à ogives, etc. Et pourtant, ce n'est pas un édifice médiéval du tout, c'est un édifice bel et bien contemporain. Ça, à quoi est-ce qu'on le voit? Alors, en étudiant bien sûr les techniques de construction, les matériaux, mais aussi la disposition de l'édifice, qui est fondamentale parce que le plan témoigne des besoins de la société à un moment donné. Donc tout ça, ce sont des indices qui permettent de dépasser voilà, ce stade premier d'information, et donc il faut toujours interroger la source qu'on a, y compris lorsque c'est un monument. Donc en somme, il faut toujours, dans notre cas, étudier les sources avec un regard critique, les faire dialoguer entre elles, en s'intéressant aussi au contexte et en partant du principe que les sources peuvent toujours en dire davantage. Mathilde, dans ton approche anthropologique, tu reposes sur les enquêtes de terrain, mais pas que.
Effectivement, les enquêtes de terrain. Donc, nous menons d'abord une ethnographie, c'est-à-dire une collecte de données à partir des entretiens et des observations in situ. Mais à ces sources que nous collectons d'un côté, il faut aussi prendre en compte, donc on a d'un côté les sources orales, et il faut prendre également en compte les sources écrites qu'il faut croiser entre elles. Et donc ça aide à vérifier les informations que l'on nous donne, parce que la mémoire peut être défaillante quand on fait parler d'un événement, d'une date. Voilà, il faut pallier à la défaillance de la mémoire. Ça permet aussi de relativiser la subjectivité du discours d'une personne, parce qu'elle n'aura pas forcément la même lecture d'un événement suivant sa position sociale. Par exemple, pour prendre un schéma très binaire, un ouvrier ne va pas dire la même chose qu'un patron, ou un rural et un citadin. Donc il faut vraiment prendre en compte la diversité des points de vue. Et ensuite, il faut prendre aussi en compte la propre subjectivité du chercheur. C'est-à-dire qu'il va regarder avec aussi ses propres filtres, avec ses propres lunettes, voir avec ce que Bourdieu appelle l'habitus. Il y a un connaisseur dans la salle. Et donc voilà, donc on va avoir quand même nos propres filtres pour analyser ça, à prendre en compte. Donc, et c'est à partir de ces données empiriques collectées qu'on va pouvoir commencer à avoir un jugement interprétatif. Et donc, afin de rentrer vraiment dans le sujet de manière plus approfondie, vous nous avez amené chacun une ou deux photos tirées de vos recherches et qui exposent le chemin, des exemples qui exposent le chemin parfois tortueux à emprunter pour croire en vos sources et qui montrent de manière un peu plus précise la démarche d'un chercheur en sciences humaines. Donc, Déneige, je te repasse le micro pour parler de ce premier objet. Merci. Alors, l'objet que je vais évoquer est quand même en marge du projet de recherche qui m'occupe, mais puisqu'il s'agit d'un souverain de Navarre, donc Henri de Navarre, futur Henri IV, donc c'est un objet qui est très connu. Il s'agit de la fameuse carapace de tortue qui aurait servi, selon la légende, de berceau à Henri de Navarre. Et donc au cours de mes recherches sur la jeunesse de ce prince, il y a plusieurs légendes, mais celle-ci a une place particulière parce qu'il s'agit d'une légende initiale dans la vie du roi et dans les biographies aussi. Et aussi il s'agit d'une légende centrale au château de Pau. Donc j'ai travaillé avant la lieutenant générale d'Henri de Navarre sur les usages politiques des images aquatiques et qui dit tortue dit aussi eau et tout l'imaginaire qui gravite autour. Alors venons-en à la berceau en question, située au 2e étage du château de Pau. Alors, il s'agit d'une chambre de naissance d'Henri IV reconstituée au XIXe siècle. Et selon les historiens, la vraie chambre de naissance se situait à l'étage inférieur. Mais ce n'est qu'un détail du point de vue de l'histoire de la carapace. Qu'on voit ici, donc installée dans cette pièce reconstituée, avec un décor installé en 1822, qui se compose de lances en bois doré, qui portent des drapeaux, fleurs de lysée et d'autres, 3 fleurs de lysée et 3 autres aux armes du royaume de Navarre. Et aussi, on a un casque en bois doré, surmonté de panache blanc. Donc, en bas, on a le début, c'est-à-dire la naissance, avec cette carapace,
qui aurait servi de berceau. Et on a finalement la fin de l'histoire, en quelque sorte, avec ce décor guerrier qui renvoie aux victoires d'Henri de Navarre, devenu Henri IV, donc à la conquête de son royaume de France. Et donc on voit ce lien entre ce début incarné par cet objet, la carapace, et la fin. Et ce qui est sûr, selon ce qu'on en sait, c'est qu'il y a bien une carapace dans l'inventaire du trésor des souverains de Navarre en 1561 et 62, qui a probablement fait partie d'un cabinet de curiosités, comme on en trouvait dans la plupart des cours royales et princières de cette époque-là. Ce qui est moins connu, c'est la parution d'un ouvrage en 1556 et plus tard, la traduction, la deuxième traduction en français de cet ouvrage en 1610 avec les privilèges donnés par Henri IV. Et dans cet ouvrage, au chapitre 28, on n'a pas de mention de la naissance d'Henri de Navarre. Par contre, on a le rappel de la coutume romaine qui consistait à baigner et recevoir, comme dit le texte, les enfants des Césars, donc après leur naissance. Et donc là, chronologiquement, à la Renaissance, il y a le retour des éléments antiques. Il y a aussi ce parallèle avec les Césars, notamment le premier qui a donné naissance à cette lignée, mais qui n'a pas été empereur, donc Jules César. Donc on a ce parallèle déjà dans les textes qui parlent de la naissance d'Henri de Navarre, et ensuite à la fin de sa vie, on aura aussi d'autres parallèles, et entre les deux, un parallèle guerrier assez évident. Donc on a un certain nombre d'éléments historiques concernant la période. Par contre, on n'a pas de traces ou de preuves ultimes, si on le veut, pour affirmer que cette carapace de tortue était véritablement le berceau d'Henri de Navarre. Il faut juste dire pour la carapace berceau qu'elle incarne, la carapace, la longévité donc, de l'animal, et aussi sa pugnacité, sa résistance. Et tout ça, ça pouvait bien servir les récits faits sur la vie d'Henri IV. Son frère aîné est décédé quelques mois avant sa naissance, donc on pouvait effectivement espérer un autre enfant qui va tenir le coup un peu plus longtemps, et puis la résistance pendant les guerres civiles françaises et la conquête du royaume. Donc tout ça, ça fait un contexte historique assez intéressant dans lequel s'enracine cette légende, et jusqu'à de nouvelles découvertes, la carapace reste entre légende et histoire sans que l'une ou l'autre puisse la revendiquer entièrement. Viviane, tu nous as apporté deux exemples, un connu dans le monde entier et un petit peu moins connu, mais qui reste quand même connu dans la région. Un exemple connu où d'ailleurs Henri IV s'est marié avec Marguerite de Valois. Et surtout deux exemples qui vont me permettre de vous montrer l'importance du regard critique, analytique du chercheur sur ses sources et sur ses objets d'étude. Bien évidemment, vous la reconnaissez tous, Notre-Dame de Paris, qui cristallise de nombreux questionnements de nos jours. Je ne vais pas m'atteler à cela aujourd'hui, simplement une question qui a trait à l'œuvre, à la considération de l'œuvre de Viollet-le-Duc. Donc là, c'est une question qui symbolise un peu cette vision, à savoir que Viollet-le-Duc aurait inventé une flèche à Notre-Dame de Paris.
Donc lorsque l'on prend les sources, qu'on regarde effectivement cette photo qui date de 1840, donc quelques années avant la restauration de la cathédrale par Jean-Baptiste Lassus, qu'on oublie trop souvent, et Eugène Viollet-le-Duc, on s'aperçoit en effet que la cathédrale est dénuée de flèches. Mais alors le chercheur peut-il s'en tenir à ce document ou doit-il approfondir? Bon, évidemment, vous aurez compris que dans mon cas, je préfère approfondir. Et donc parmi de très nombreuses sources prolifiques, on trouve donc notamment cette illustration du début du XVIe siècle qui montre Notre-Dame avec une flèche, et qui plus est une flèche néo-gothique, gothique, pardon. Désolée pour le lapsus. Alors que s'est-il passé entre ces deux images? Eh bien simplement, la flèche gothique de Notre-Dame a été démontée entre 1786 et 1792, simplement parce qu'elle était en piètre état, devenait dangereuse. Donc Viollet-le-Duc a simplement, avec Jean-Baptiste Lassus, donc ont simplement procédé à une restauration selon une démarche archéologique. Donc c'est ça qui est intéressant de souligner, un concept de restauration qui était tout à fait novateur et surtout en cours de construction donc au XIXe siècle, donc au sein de la doctrine des monuments historiques. Le deuxième exemple que je souhaite vous évoquer, c'est celui de cette maison qui se trouve aux Eaux Chaudes, qui m'a été présentée donc au début de mes recherches là-bas dans le cadre du projet TCV Pire sur le patrimoine thermal. Donc elle m'a été présentée comme la maison où séjournait Jeanne d'Albret durant ses cures aux Eaux Chaudes, un rendez-vous de chasse d'Henri IV et également le logement de Gabrielle d'Estrées, qui était donc une maîtresse bien connue d'Henri IV. Alors c'est une croyance qui venait des écrits du XIXe siècle, écrits romantiques, où on aimait rattacher un monument à un personnage illustre pour lui conférer une teneur historique. Alors simplement, donc en faisant de très nombreuses recherches, eh bien, parmi de nombreux documents, donc, plusieurs choses sont apparues. D'abord, au XVIe siècle, aux Eaux Chaudes ne se trouvaient quasiment que des cabanes en bois et une seule maison en pierre construite à l'initiative de Jacques de Foix, donc l'évêque de l'Escar, en 1540, donc quand même quelques années avant la naissance d'Henri IV. Il y a également dans cette maison un escalier qui, lui, date plutôt de la fin du XVIIIe siècle, mais bon, on aurait pu le rajouter. Mais surtout, donc, ce plan montre donc le hameau des Eaux Chaudes à la fin du XVIIIe siècle, en 1780. Et donc, l'emplacement de cette maison sur ce plan se trouve ici, c'est-à-dire sur un terrain tout simplement non bâti. Alors il y a peut-être eu quelque chose avant, mais en attendant en 1780, eh bien, il n'y avait absolument rien. Et donc en recherchant encore, en 1815, la maison apparaît dans le cadastre et en réalité elle a été construite en 1782. Donc voilà comment un mythe s'effondre. Donc désolé voilà, pour les habitants des Eaux Chaudes et de la Reims, mais bon, qui étaient quand même heureux de redécouvrir une vérité, voilà, enfin une contre-vérité historique en tout cas. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut toujours qu'on se méfie de tout ce qu'on trouve dans les sources. Mathilde, toi aussi, tu as rencontré Henri IV lors de tes recherches sur le jeu de quilles. Alors oui, effectivement, je crois que Henri IV imprègne bien l'imaginaire historique. Et je vous assure que nous ne nous sommes pas concertés sur nos exemples avant de mettre en commun le travail. Hein. On est tombés chacun sur Henri IV. Et alors, effectivement, donc, je travaille sur le jeu de quilles de neuf, qui incarne l'ancrage dans la culture gasconne, parce qu'il y avait, donc, quand il y avait plusieurs cafés par village, il y avait plusieurs quillers dans chaque café. Donc, pardon, il y avait plusieurs cafés, et donc il y avait dans chacun un quillet, plutôt, par village. Donc c'était très très important. Il y avait
sur le territoire une foule de quillers. Au niveau du Béarn, Land et Bigorre notamment. Et alors, sur l'origine du jeu de quilles de neuf, j'ai eu beaucoup d'interrogations. Alors, je trouvais une présentation par exemple des offices de tourisme qui me racontaient que l'origine du jeu n'est pas bien connue, mais tout porte à penser qu'il serait né au Béarn au XVe siècle. Henri IV, au cours de ses fréquentes promenades dans sa région natale, appréciait se mesurer aux paysans du village où il faisait une halte. Bon, certes. Ou un autre article de presse en 2008 parlait du jeu de quilles et qui aurait été inventé par Henri IV, qui jouait avant et après la poule au pot. Gloops. Donc voilà, donc j'ai essayé de questionner un peu sur l'historique de ce jeu en ayant des preuves, en fait, en ayant des sources qui affirment que Henri IV y jouait ou non. Donc il faut vraiment avoir un recul nécessaire pour appréhender l'historique quand même. Alors certes, il y avait des jeux de quilles à l'époque d'Henri IV, mais comme partout dans le reste de la France. On a des ordonnances royales, par exemple, au XIVe siècle, avant donc Henri IV, qui réprimaient les jeux de quilles. Donc, voilà. Les jeux de quilles existaient. Sauf que la première mention textuelle du jeu de quilles de neuf, que vous voyez ici, ce jeu de quilles-là, date de 1832. Je n'ai pas trouvé de source antérieure pour précisément ce jeu de quilles, parce qu'il y en avait des centaines de variantes en France, quand même, de jeux de quilles. Donc, voilà. Alors, quand je questionnais les quilloux, les joueurs de quilles, il y en a un qui m'a répondu, donc un responsable de club me disait, mais la tradition voudrait que ça vienne d'Henri IV, mais qu'est-ce qui ne vient pas d'Henri IV ici? Donc c'est un entretien de 2012. Et donc effectivement, la figure du roi est présente dans la région paloise. Elle marque le paysage, que ce soit les rues Henri IV, bon, le château évidemment Henri IV, les restaurants Henri IV, les écoles primaires Henri IV, l'apéritif Henri IV, sans oublier les coucougnettes du Vert-Galant aussi. Et la liste pourrait encore s'allonger. Alors, ce qui est intéressant d'interroger ici, c'est analyser en fait ce processus d'identification. C'est ce ralliement finalement à ce personnage qui a marqué Pau, qui est un marqueur local palois, donc Henri IV. Et ce qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est que ce phénomène semble apparaître seulement à partir du milieu du XXe siècle. Auparavant, sur les récits sur l'histoire des quilles de neuf, on ne mentionne pas du tout Henri IV. On a un historien local, René Cusack, qui fait une vague allusion au jeu de quilles, mais alors sans préciser si ce sont des quilles de 3, de 6, de 9 ou encore le rampeau, pour un exemple de variété de quilles. Et bon, il précise que ça serait connu dès l'époque de Rabelais, mais bon, mais nulle mention d'Henri IV. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves historiques. Alors on a juste, par contre quand même, au château de Pau, une tenture. Ah, effectivement, il y a un jeu de quilles. Sauf que ce n'a pas du tout les dimensions du jeu de quilles de 9 que nous voyons. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup plus aux dimensions des quilles de 6 qui sont hautes comme ça, même s'il y a effectivement 9 quilles ici. Donc cette tapisserie a été faite au Gobelin. Donc ça ne m'aide pas non plus pour argumenter en faveur ou à l'encontre de la référence à Henri IV. Donc peut-être qu'ensuite, nous avons discuté, et peut-être que l'historien a plus de données pour alimenter l'analyse. Oui, on a une trace dans l'inventaire des archives des Pyrénées-Atlantiques réalisé par Paul Raymond. En 1581, Henri a perdu de l'argent en jouant aux quilles. Mais auquel? Alors, c'est la question. L'inventaire ne précise pas. Pour en savoir plus, il faudrait voir le document qui, malheureusement, se trouve dans une boîte non communicable. Donc, dans le cadre du projet Acronavar, dès qu'on aura accès à cette boîte, ainsi qu'à certaines d'autres, peut-être on pourrait apporter des précisions.
Et là, tu vas remettre ma thèse en cause. Mais du coup, voilà, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'avec ces données, on est toujours dans un savoir qui n'est ni scientifique ni rationnel, qui alterne le vrai et l'invraisemblable. Et ce qui est intéressant de retenir dans l'équille de neuf, c'est qu'il s'agit plutôt d'une construction moderne sur un récit historique, en fait. Ce n'est pas un mythe, parce qu'il n'y a pas de référence au sacré, mais c'est un récit plus ou moins légendaire. Et ce qui est surtout important, c'est son rôle social actuel pour marquer le territoire, pour ancrer dans la culture locale. Et voilà, c'est vraiment un processus d'identification au local et d'appartenance territoriale que je retiens. Et on voit finalement dans cet exemple et dans les trois exemples, d'un côté la légende et de l'autre côté la réalité du terrain et le récit historique. Et on se rend compte dans ces trois exemples aussi de la difficulté à interpréter vos sources, des documents qui à première vue paraissent fiables, ont pu être falsifiés, des rumeurs et des mythes qu'il faut prendre en compte aussi dans l'analyse, se mêlent de façon presque anodine à l'histoire, des superpositions d'interprétations dans le paysage architectural ou dans le paysage urbain, des témoignages de personnes soi-disant crédibles qui doivent être prises avec précaution. Et on se rend compte dans ces exemples qu'il n'est pas toujours évident de croire ces archives. Et les historiens de l'art et de l'architecture, les archéologues, les anthropologues, cherchent, recherchent, coupent, recoupent, vérifient, contre-vérifient, décortiquent, comparent, croisent, confrontent leurs informations. Les chercheurs ont besoin de prendre aussi énormément de recul vis-à-vis de leurs données, de faire extrêmement attention à toutes sortes de pièges et de se méfier de ces sources et en même temps être capable de les faire parler de manière crédible. Et comme vous le voyez aussi ce soir, nous sommes aussi à la recherche d'une vérité qui est lente à atteindre. Établir des faits vérifiables en sciences sociales prend du temps. Nous travaillons loin du buzz des réseaux sociaux et des fake news dans d'autres médias de communication. Et aujourd'hui, dans un monde où tout circule plus vite, les données, les nouvelles, la vérité, la démarche du chercheur qui est lente et minutieuse semble être trop, peut-être contraignante ou trop lourde ou tout simplement dépassée. Elle reste, de mon point de vue, extrêmement utile, mais elle a peut-être du mal à se faire entendre aujourd'hui ou à se faire respecter. Ou, pour rester dans la thématique des idées mènent le monde, notre société a de plus en plus de mal à croire à la nécessité de nos disciplines scientifiques comme l'histoire de l'art et l'anthropologie. Et ceci tend la responsabilité autant aux chercheurs qu'à la société. Alors, Dénèche, je reviens vers toi, après avoir dit tout cela. Une des clés en histoire reste quand même la multiplicité des regards et le croisement entre disciplines, ce que nous avons essayé de faire ce soir. Comme nous le faisons tous les jours au laboratoire ITEM et d'une manière plus formelle, on le fait dans nos projets respectifs avec nos collègues français et étrangers. Et donc cette démarche est lente, contraignante parce qu'elle est exigeante. Et c'est la seule qui permet de montrer les sujets dans leur complexité. J'ai envie de poser la même question, mais donc, comme tu parles de multidisciplinarité, dans une autre discipline, dans l'histoire de l'art, qu'est-ce qui te paraît aujourd'hui? Alors, on a le même fonctionnement, on travaille ensemble, nous d'ailleurs personnellement, mais aussi avec d'autres collègues. Et moi, il me semble que c'est une question qui interroge sur le rapport du chercheur à la société. Alors d'abord, il y a le rapport du chercheur avec sa propre communauté, la communauté scientifique, donc qui implique la reconnaissance par ses pairs, donc par différents moyens sur lesquels je ne m'étends pas maintenant.
Et il y a également donc la reconnaissance et donc le rapport vis-à-vis de la société, du grand public, de la société en général. Et donc cette notion fondamentale de l'activité de la recherche qui est la transmission. Parce qu'on cherche, c'est bien beau, on trouve des choses passionnantes, mais ça n'a pas de sens finalement si on ne le partage pas. Donc c'est impératif pour nous de le transmettre à la société. Alors la recherche est une activité donc désintéressée, invisible, et donc elle devient perceptible lorsque le chercheur fait un effort de médiation à l'attention du public. Alors vous le voyez par exemple des expositions, des publications bien sûr. Maintenant, à l'ère du numérique, les applications smartphone, donc nous en développons une par exemple au sein du projet TCV Peer, des sites internet, des bases de données, etc. Et effectivement, il peut y avoir un décalage entre notre activité qui nécessite du temps et le temps effréné de la société actuelle. Alors, ce qui prend du temps, c'est de trouver des archives, de les collecter, de les décrypter, mais aussi ce qui prend du temps et ce qui est fondamental et irremplaçable surtout, c'est le cheminement intellectuel. Hein, c'est la maturation des idées et de l'analyse. Et donc ça, il n'y a que le cerveau humain qui peut le faire. Ce n'est pas une machine, il n'est pas remplaçable dans ce domaine. Donc, voilà ce que je pouvais en dire. Et en anthropologie, Mathilde, aussi, cette question du rapport entre le chercheur et la société? Oui, enfin, moi je crois surtout que le chercheur apporte un discours tout en nuances, en fait. Il n'est pas catégorique, affirmatif, il ne va pas être pour la carapace de tortue ou contre la carapace de tortue. Il va en fait avoir du recul, de la prudence. Le chercheur pense, mais surtout, il raisonne. C'est-à-dire qu'il va chercher à argumenter, à sourcer, donc à vérifier ses propos, pour que d'autres puissent aussi vérifier ses dires derrière. Donc, c'est une démarche nécessaire pour être valable, pour avoir un raisonnement valable. Donc, il avance prudemment ses conclusions aussi, et c'est nuancé parce que tout peut être mis en cause à partir de nouvelles découvertes, finalement. Donc, il y a la place pour un entre-deux et surtout pour émettre des hypothèses qui sont primordiales dans un travail de recherche. Parce qu'elles peuvent être étayées ou infirmées, finalement. Et c'est comme ça qu'avance la recherche. Alors, je prends 2 minutes de plus avant de passer le micro aux questions et d'ouvrir les débats au public. Pour un mot de la fin, donc je vais demander à Dinesh son mot de la fin et pourquoi il a choisi ce mot. Ce mot serait, je crois, la confiance, ce sentiment qui fait qu'on se fie à quelqu'un ou à quelque chose, confiance qu'on peut, en tant que chercheur, espérer de la part des institutions pour valoriser les efforts de ces institutions et nos efforts aussi en fait, au profit de la société. Et puis j'ai choisi ce mot parce que il y a le verbe au cœur de ce mot, se fier, qui renvoie au cœur même de l'acte de croire, la foi. Dans notre cas, il s'agit d'une foi humaine qui, je crois, peut être mise dans la raison scientifique à laquelle se dédient les chercheurs nuit et jour. Viviane, alors je te fais confiance pour un dernier mot. Alors un dernier mot qui est à la fois une allusion et un mot qui peut être utopiste aussi, ce serait la sincérité. Alors c'est un concept qui est développé par Viollet-le-Duc dans ses théories sur l'architecture, donc d'où l'allusion. Très schématiquement, pour que vous compreniez, pour Viollet-le-Duc, dans l'architecture, c'est la fonction qui dicte la forme. Il n'y a pas un élément dans l'architecture qui n'a pas une fonction dans le système constructif. Donc un élément en architecture ne peut pas être uniquement ornemental, comme le chercheur, il n'est pas uniquement ornemental non plus.
Et donc, voilà, pour terminer, donc, en gros, le monument dit ce qu'il est, hein, quelque part, et pour faire un parallèle, eh bien, le chercheur livre tout simplement ce qu'il voit, donc croyez en sa sincérité, finalement, la sincérité de sa démarche. Donc, un dernier mot. Donc on va faire encore mieux. Prendre le dernier mot. Confiance, sincérité. Est-ce que Mathilde, tu peux faire mieux que ça? Challenge. Oui, alors moi j'ai rencontré un mot un peu par hasard, c'est le mot sérendipité. Oui, c'était un hasard heureux de tomber dessus. C'est d'ailleurs sa définition même. Alors ça me chiffonne un peu parce que c'est un anglicisme. On pourrait le calqué en français par fortuit, mais finalement c'est aussi ça, la recherche, c'est faire des recherches fructueuses et tomber par hasard sur des découvertes finalement fructueuses. Et bon, alors c'est pas si un hasard que ça, parce qu'on fait quand même des recherches et on avance dans ce sens, mais on ne sait jamais finalement sur quoi on va tomber, et évidemment ces découvertes fortuites dans la recherche nous font avancer à grands pas. Et ça montre aussi, quelque part, la spontanéité de la recherche. Voilà, merci. Ben, merci, c'est à vous. Est-ce qu'il y a des mots de la fin dans la salle ? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question qui s'adresse aux 4 historiens qui sont là. J'ai l'impression dans ce que vous avez développé que ça m'a fait penser un peu aux chercheurs en Kabbale, à la pensée juive. Une thèse, antithèse, jamais de synthèse. Antithèse, 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 et toujours antithèse. C'est-à-dire on est toujours dans la recherche. Vous faites des découvertes, entre guillemets, historiques, mais on les retrouve dans les manuels des enfants, par exemple, le panache blanc, la poule au pot, la carapace, des choses comme ça. Mais ça n'est jamais corrigé. On laisse les enfants, c'est-à-dire au XIXe siècle, on a certainement voulu construire la nation française. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on l'a fait. Et on a inventé, effectivement, énormément de choses. Une question peut-être pour l'historienne de l'art, Viollet-le-Duc. Enfin, c'est quand même le grand architecte en chef des monuments de France, on peut dire. s'est permis quand même des fantaisies magnifiques maintenant, peut-être. Mais par exemple, mettre des ardoises à Carcassonne que nous sommes obligés, avec nos impôts, d'enlever parce qu'elles n'existaient pas à l'époque. Voilà. Je te laisserai. Alors par rapport à l'évolution des recherches, il faut savoir qu'évidemment la recherche est continuelle et donc lorsqu'on rédige une publication, on livre forcément l'état de la recherche à un moment donné et donc elle est transmise ensuite pour les manuels scolaires, etc., qui sont quand même réactualisés de temps en temps, hein, mais effectivement c'est une activité perpétuelle et sans fin qui s'arrêtera à l'extinction de l'être humain, si je peux dire. Pour venir à Viollet-le-Duc, en effet, il s'est permis des fantaisies. Hein. Ça, c'est tout à fait consensuel, notamment chez les spécialistes de Viollet-le-Duc. Ce côté d'invention que je nomme, moi, la restauration créative, quelque part. Mais c'est important de le replacer dans son contexte, parce que nous, on le voit de nos jours avec toute l'expérience que ces architectes du 19e, qui eux, ont tout inventé en termes de doctrine des monuments historiques. Donc nous, on le voit avec l'expérience et avec leurs erreurs.
Donc c'est important surtout de se replacer dans le contexte et de ne pas regarder de façon anachronique voilà, ces réalisations qui en effet peuvent être fantaisistes. Ensuite, il se base sur une démarche qui est aussi raisonnée, archéologique. Il se base sur une étude matérielle, voilà, sur ce qu'il trouve dans les chantiers. Il a une démarche empirique également, en plus d'être théorique avec ses prolifiques publications. Et donc cette démarche est aussi voilà, archéologique et donc elle est à la base de l'acte de restauration, mais finalement aujourd'hui encore, parce que c'est toujours cette question des partis pris, sur quelle période on va fonder la restauration, voilà, sur quel style, est-ce qu'on choisit d'uniformiser. Bon, évidemment maintenant on est dans une démarche un peu différente, puisque on choisit de laisser apparentes les différentes étapes de l'évolution d'un édifice. Mais à l'époque, il avait cette vision aussi pédagogique et didactique qui visait à enseigner l'histoire nationale. Et il y a aussi ce contexte du nationalisme, voilà, etc. à l'époque. Bon, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'il y a peu de temps, mais bon, voilà ce que je peux vous dire. Voilà, vous m'entendez? Oui, je vois. Je reviens en quoi croire et en qui croire. Hein? Je fais de la recherche en ce moment sur les Basses-Pyrénées pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, en ce moment, ce que j'essaye de faire, c'est de récupérer des témoignages. Je ne suis pas seule à faire ça, mais comme vous pouvez imaginer, beaucoup de ces personnes ont 95 ans ou plus. Et alors j'ai beaucoup de pression, moi, de la part des historiens qui me disent « Oh, les témoignages, c'est pas écrit ». Alors voilà, mais j'ai, comment dirais-je, émotionnellement, si vous voulez, d'une façon un peu subjective, je voudrais quand même récupérer, malgré tous les périls et les dangers, un peu ces témoignages-là. Alors, bon, vous m'avez répondu entre l'anthropologie et entre l'historien. Quelle démarche est-ce que je dois suivre par rapport à ces témoignages que j'ai sous la main? Alors, je crois que l'histoire contemporaine allie très bien les deux, hein, les sources orales et les sources écrites. Il faut évidemment prendre les deux, il ne faut pas en exclure ni l'un ni l'autre. Et surtout croiser les deux, parce que entre ce que dit une personne et ensuite ce qu'on trouve dans les textes, comme je disais, une date peut changer, peut varier. On peut très bien avoir occulté certains événements, ou au contraire, on peut très bien se rappeler d'autres qui ne sont pas marqués dans les sources écrites. Et alors là, du coup, c'est très intéressant. Donc il faut vraiment prendre les deux en compte et à chaque fois essayer de voir s'il y a une occurrence ailleurs qui permet de vérifier ce que dit la personne ou ce que dit le texte par les dires d'une personne. C'est un croisement perpétuel, en fait. Donc, en quoi croire aux sources, mais avec une lecture critique, attentive, et en qui croire autant aux sources orales qu'aux sources écrites. Oui, je crois qu'il faut suivre la méthode préconisée par Mathilde, et il faut prendre, à mon avis, tous les témoignages que vous avez l'occasion de prendre, tant que vous pouvez les prendre, parce que, comme vous avez indiqué, le temps est compté, et mieux vaut les prendre que non. Donc, forcément, il faut les prendre, et puis après, vous allez voir ce que vous allez en faire. Ça peut servir de matériau pour les futurs historiens aussi. Pour les historiens actuels, mais dans 100 ans. Oui, tout à fait. Ce sont des matériaux aussi. Donc, enfin, voilà. Merci, je contribue un peu au débat. La collègue, effectivement, pendant longtemps, au sein de l'UNESCO, on a eu ce débat sur est-ce que l'oralité peut servir d'élément historique. Mais depuis les années 80, on a trouvé un peu le gros ouvrage Histoire générale de l'Afrique.
C'est donc été établi à partir de ces critiques épistémologiques que l'oralité doit être prise comme élément d'analyse historique, scientifique, anthropologique. Alors, pour parler là tout court, si je pars à l'Antiquité, quand on prend les dialogues de Platon sur Socrate, c'est de l'oralité. Hein? C'est Platon qui a transcrit l'oralité de Socrate. Mais aujourd'hui, on a fait un document historique et anthropologique, etc. La politique chez Platon, mais c'est d'abord Socrate qui en parlait, etc. Donc la maïeutique. Voilà, autant de questions que je peux multiplier en tant qu'anthropologue pour participer au débat. Donc, il y a une ici et puis... Non, je vais simplement rebondir sur l'oralité et l'écrit. Juriste et donc homme d'écrit, je sais à quel point il est capable de mentir, celui qui écrit. Et d'ailleurs, plus on écrit et plus on fait lire les écrits, plus il y a de mensonges. Et je peux en témoigner puisque je n'ai plus aucune obligation de réserve. Je ne suis plus employé par les institutions qui vous nourrissent et qui vous dictent effectivement à votre corps défendant jusqu'où vous pouvez aller et surtout à partir de quel moment vous devez vous arrêter. Pas besoin de loi Guesso ou d'autres pour vous interdire d'écrire ce que vous ne pouvez pas écrire. Par contre, tout peut se dire, mais pas à n'importe qui. Merci. Une question oui, c'est une question. En même temps, c'est un peu un élément pour la discussion. Il existait à une époque en Béarn une association qui s'appelait Mémoire collective en Béarn et qui avait comme rôle, enfin comme but, de récolter des témoignages oraux sur différents thèmes. Alors, j'ai en tête un exemple. C'est à l'Esquin, il existe ce qu'on appelle le refuge de l'Aberroite. Et dans une publication de l'association, il a été écrit un témoignage oral d'une dame d'Oloron qui disait l'Aberroite, mais ça vient du nom de l'abbé qui a fait construire le refuge et la chapelle à côté. Bon, ça paraissait pour elle évident, mais quand on cherche un peu, on peut trouver d'autres explications. J'en ai deux possibles. C'est juste un témoignage. Merci. Moi, je trouve que tout ce qui a été dit aujourd'hui est particulièrement intéressant dans notre période où on entend beaucoup parler de vérité alternative. Et je pense que la démonstration que vous nous avez faite de la méthode scientifique, quel que soit le sujet auquel elle s'applique, mériterait probablement d'être largement diffusée, commentée, explicitée, pour nous aider peut-être à savoir, peut-être trouver une piste de réponse, savoir en quoi nous pouvons encore croire. En tout cas, les chercheurs, si nous sommes là, effectivement, merci. Oui, effectivement, nous, l'intérêt aussi de venir ici, c'est d'expliquer notre démarche de ce que nous faisons au quotidien. Et finalement, on a presque eu du mal à réfléchir, à exprimer ce que nous faisons presque inconsciemment. D'argumenter, de sourcer, c'est le b.a.-ba de notre travail de chercheurs, de scientifiques, mais ça ne se fait pas forcément ailleurs. On peut lire des publications et souvent je me demande mais d'où il sort ça ? Et il n'y a pas de notes de bas de page, il n'y a pas de références, de livres. Et à chaque fois, du coup, on se dit mais comment effectivement croire à la personne qui écrit ça ? Sur quoi il se base ? Donc nous, on a vraiment une éthique de recherche, mais enfin nous quatre, mais comme les chercheurs d'une manière générale, théoriquement du moins. Quand même, une éthique de recherche pour affirmer quelque chose, mais toujours pouvoir le justifier, savoir d'où ça vient, sur quoi on s'appuie pour que quelqu'un puisse revenir derrière, vérifier et puisse contraster finalement aussi si lui, il apporte d'autres informations. Et c'est du coup pouvoir être remise en cause ou remise en question. Et dans la question, vous avez parlé de vérité alternative
et de démarche scientifique. Alors le mot vérité, on a essayé de ne pas l'employer justement, ou de faire très attention au moment de l'employer, parce que ce n'est pas notre démarche d'atteindre une vérité. Notre démarche, c'est vraiment de poser des questions et d'établir des faits qui vont être vérifiables ou non. Mais le problème de la vérité, ensuite... Est-ce que je peux me permettre de poser une dernière question? Enfin, je voulais faire un parallèle avec tout ce que j'entends, avec la généalogie. Pour ceux qui ont fait de la généalogie il y a 50 ans, sans les réseaux sociaux, c'était une recherche difficile, il n'y avait pas de communauté. Aujourd'hui, il y a une véritable accélération sur les recherches généalogiques du fait des réseaux et des communautés. Et quand je vous écoute, je vois que la notion de temps et de recherche est non seulement rigoureuse, mais lente. Et je me posais la question de savoir si les techniques d'aujourd'hui n'étaient capables... Sur la généalogie, on peut dire que c'est un bienfait. On peut trouver des choses beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc je me posais la question de savoir si, pour vos disciplines, il n'y avait pas aussi cette notion d'accélération du fait des moyens d'aujourd'hui, en termes de communauté scientifique, internationale et ainsi de suite. Oui, alors en effet, on peut dire qu'il y a eu une accélération, en tout cas il y a une facilitation de la recherche, notamment grâce au numérique et aux bases de données, le numérique qui a assez bien fait aussi, et notamment donc les bases de données qui sont en ligne et qui permettent de gagner du temps de déplacement, qui permettent de consulter directement en ligne, alors qu'il est vrai qu'auparavant, on aurait passé des jours et des jours dans les archives. Et donc à se déplacer parfois extrêmement loin, tandis que là, on a, comme en généalogie, accès quand même à de très nombreux documents en se déplaçant un peu moins. Mais il faut quand même se déplacer, bien sûr, régulièrement, comme on le fait tous d'ailleurs. Et alors, moi, je vais mettre aussi en contraste. Alors, c'est effectivement très très bien parce que ça nous permet un accès à des documents qu'il y a 50 ou 100 ans, on n'aurait pas forcément eu. Alors, on a très bien, par exemple, tous les bulletins de la Société Ramon, ou bulletins pyrénéens, accessibles en 3 clics. Le problème, c'est que, aussi, ça nous fait une masse d'archives absolument énorme à traiter. Donc, dans des projets aussi de recherche, parce que maintenant, nous fonctionnons la plupart du temps en projet de recherche calculé en mois ou en années. Donc il y a du pour et du contre, c'est-à-dire oui, nous avons beaucoup plus d'accès aux archives, sauf que nous restons tout seuls à travailler, donc avec une masse d'archives à traiter beaucoup plus importante. Mais ça reste quand même un bienfait. C'est juste qu'on dort un peu moins. En ce qui concerne les sites de généalogie, quand il n'y a pas de source indiquée, il faut parfois se demander d'où ça vient. Et donc, j'ai déjà fait des recherches et on voit plusieurs pages concernant le même individu et puis des dates de décès ou de naissance qui varient ou d'autres informations. Donc, du coup, ça suscite la curiosité et des questions. Et donc, on essaie d'aller plus loin en cherchant en ligne, mais aussi dans les fonds d'archives. Une dernière question ou on a on les oui j'ai pas entendu la question. Que pensez-vous de Wikipédia? Alors Wikipédia, allez, je me lance. Wikipédia, donc parmi les outils collaboratifs, effectivement, est un outil intéressant pour vérifier des informations de première main, pour se rappeler des dates de naissance ou des choses comme ça. Ensuite, effectivement, ça demande toujours à être contrôlé à côté. Ensuite, sauf que nous-mêmes pouvons participer à Wikipédia si nous avons un compte, ce qui permet de vérifier, de voir qui argumente, supprime derrière. Il y a l'interface aussi. Quand nous sommes contributeurs, il y a aussi l'interface où on voit toutes les personnes qui amendent et qui corrigent. Donc, c'est un outil à prendre avec précaution. Il faut effectivement voir tout l'historique des contributeurs de l'article et ensuite, effectivement, toujours sourcer, encore une fois,
de la manière la plus fiable possible. En fait, tout dépend de la source, de la qualité de la source aussi, parce qu'on peut lire, enfin, ce qui est écrit dedans peut provenir d'un ouvrage, enfin, d'un dépliant, voilà, publicitaire, comme d'un ouvrage extrêmement fouillé. Et donc, en fait, ça dépend vraiment d'un article à l'autre. Finalement, ça dépend vraiment de la source qui a permis d'alimenter l'article. Oui, donc il faut avoir toutes ces réserves-là. Et parfois, quand on va sur certaines pages de Wikipédia, il y a déjà un message qui s'affiche en disant que cette page ne cite pas suffisamment ses sources. Et quand on a ce message qui a été déclenché par un gestionnaire, un médiateur, je ne sais pas quel est le titre exactement de celui qui déclenche ce message. Donc quand on a ce message, bon, il faut se méfier 2 fois plus. Et moi, je dirais que c'est une question très importante, mais finalement, la question que vous posez, elle est plus générale. C'est avec Internet, finalement, ce qui se passe, c'est que il y a plus de monde qui a accès et qui a la chance de contribuer aux connaissances et au savoir. Donc c'est une question beaucoup plus large qu'il faut se poser. Et est-ce que nous, chercheurs, scientifiques, qui avant habitions dans un petit château bien protégé et on possédait nos connaissances, notre savoir, il n'était pas très bien partagé, on était sûr de l'avoir bien protégé. Maintenant, avec Wikipédia, eh bien, est-ce que nous, on est prêt à partager et à laisser les autres, finalement, créer du savoir? C'est ça la question plus générale. Tout le monde est source avec Wikipédia, et nous inclus. Oui. Je sais qu'il y a des scientifiques qui ont entre eux, on va dire, un réseau interne. Wikipédia, c'est un réseau, on va dire, externe. Donc, est-ce que vous alimentez en permanence ce site, où en fait on a, on va dire, une connaissance globale, universelle, où chacun peut apporter une pierre, bonne ou mauvaise, et vous, en étant expert, si vous êtes une source fiable, puisque vous croisez vos éléments, vous les quantifiez, vous les vérifiez, donc ça peut être un élément hyper important. Étant de savoir qui gère Wikipédia, ça c'est un problème, mais est-ce que vous participez directement, vous ou d'autres scientifiques, à être une source donc, de ce système d'information planétaire? Alors, à 2 titres. D'abord, indirectement, oui, parce que les contributeurs de Wikipédia peuvent se consulter des publications qui sont de plus en plus en ligne aussi. Et donc, on est parfois cité par Wikipédia dans certains articles qui concernent nos sujets d'études. Donc ça, déjà, indirectement, oui. Ensuite, directement, bien, on a certains projets de recherche, notamment, qui ont compris l'importance de Wikipédia et de la transmission de la connaissance que ça permet. Et donc effectivement, il y a certains projets de recherche qui le prennent en compte et qui réfléchissent à des systèmes de versement de données dans Wikipédia, etc. Ça, c'est un fait qui est en cours, qu'on peut observer de plus en plus. Oui. Oui, mais ça justement, c'est ce que je voulais dire à travers notamment ces projets de recherche où, par exemple, on peut avoir la rédaction de notices dans des bases de données de notices qu'on écrit nous-mêmes. Ces notices peuvent être extraites et intégrées dans Wikipédia, et ce sont des lignes que nous avons, nous, rédigées. Ça se peut. Après, directement avoir un compte Wikipédia, à titre personnel, non, mais ça peut, mes collègues, oui, par contre. Voilà, c'est possible.
Alors concrètement, oui, personnellement, j'ai un compte Wikipédia, je suis contributrice de Wikipédia. Ensuite, je vous avoue que nous passons la majeure partie du temps sur nos recherches, déjà pour vérifier nos propres sources, et ensuite vérifier ce que dit Wikipédia prend aussi énormément de temps. Et bon, j'y contribue modestement, mais j'y contribue effectivement. Et par exemple, nous, dans notre travail sur l'inventaire du patrimoine culturel et matériel, les fiches sont aussi versées dans Wikipédia. Il y a des projets de recherche qui intègrent ça pour verser directement les informations, le contenu des fiches d'inventaire. Donc c'est intégré dans les projets de recherche et effectivement, à titre personnel, j'ai un compte Wikipédia. En fait, je crois que ça dépend aussi des disciplines. Il y a des disciplines où c'est un petit peu plus ancré que d'autres. Donc on termine sur Wikipédia. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez d'autres questions.